Chapitre 23. Le docteur Tanios vient nous voir. À peine avions-nous quitté la maison que Poirot me dit d'une voix grave. « Dépêchons-nous, Hastings. Nous devons regagner Londres aussi vite que possible. »« Je veux bien, » lui dis-je en hâtant le pas. Je regardais son visage sérieux et lui demandai. « Qui soupçonnez-vous, Poirot ? J'aimerais le savoir. » Croyez-vous que c'était Teresa Arundel qui se trouvait sur l'escalier ? Au lieu de répondre à ma question, il m'en posa une lui-même. Avez-vous remarqué quelque chose de faux dans le récit de Miss Lawson ? Réfléchissez avant de répondre. Que voulez-vous dire, Poirot ? Quelque chose de faux dans ses déclarations ? Quoi donc ? Si je le savais au juste, je ne vous le demanderais pas. Évidemment, quelque chose de faux. Dans quel sens ? Je ne puis préciser. Mais, tandis qu'elle parlait, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Elle paraissait affirmative en ce qui concerne Teresa. Oui, oui, dit Poirot, l'air tracassé. Mais la lumière n'était peut-être pas assez bonne. Je ne vois pas comment elle peut se montrer si affirmative. Non, Hastings, il ne s'agit pas de cela. C'est quelque chose dans la chambre de Miss Lawson. Dans sa chambre ? Répétai-je, essayant de me souvenir des dispositions de la pièce. Non, je ne vois pas. Ennuyeux, Poirot hocha la tête. Pourquoi avez-vous ramené cette question de spiritisme sur le tapis ? Lui demandai-je. Parce qu'elle est importante. Vous trouvez important le ruban lumineux que vit Miss Lawson ? Vous souvenez-vous du récit des demoiselles Tripp ? Je sais qu'elles virent un halo autour de la tête de Miss Arundel, répondis-je en riant malgré moi. Je ne la savais pas une sainte. Elle terrifiait Minnie Lawson et j'ai eu pitié de la pauvre demoiselle de compagnie qui demeurait éveillée en songeant à la scène qui lui infligeait le lendemain sa maîtresse pour avoir commandé un rôti de bœuf trop petit. Oui, ce détail est très intéressant. Que ferons-nous une fois arrivés à Londres ? Demandai-je, comme nous rentrions à l'hôtel où Poirot demanda la note. Nous irons voir Teresa Arundel immédiatement. Afin de découvrir la vérité ? Elle niera tout, soyez-en certain. Mon cher, ce n'est pas un crime de s'agenouiller sur un escalier. Elle a pu se baisser pour ramasser une épingle ou autre chose. Et l'odeur du vernis ? Sur le chemin du retour, nous demeurâmes silencieux. Nous arrivâmes à l'appartement de Poirot vers 2h moins 20. Georges, le domestique, correct et très anglais, de mon ami, nous ouvrit la porte. « Un certain docteur Tanios vous attend, monsieur. Il est ici depuis une demi-heure. »« Le docteur Tanios ? Où est-il ? » ?»« Dans le salon, monsieur. Une dame est également venue vous voir. Elle avait l'air désolée en apprenant que vous étiez absent. »« Comment était cette femme ? » ?»« Assez grande, monsieur. Les cheveux noirs et les yeux bleu clair. Elle portait un manteau gris et un chapeau posé sur le derrière de la tête au lieu d'être penché sur l'œil droit. « Madame Tanios, fis-je tout bas. Elle paraissait très nerveuse, monsieur. Elle disait qu'il était de la plus haute importance qu'elle vous vit tout de suite. »« À quelle heure est-elle venue ? » ?»« Vers 10h30, monsieur. » Poirot hocha la tête.
Pour la seconde fois, la fatalité veut que je n'entende pas ce que Madame Tagnos désire me confier. Qu'en pensez-vous, Hastings? La troisième fois, vous aurez plus de chance, lui dis-je en manière de consolation. Y aura-t-il une troisième fois? Je me le demande. Allons écouter le mari. Nous entrâmes au salon. Assis dans un fauteuil, le médecin lisait un des livres de Poirot sur la psychologie. Il se leva et nous salua. Veuillez excuser mon intrusion. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir attendu ainsi. Du tout, du tout. Restez assis. Permettez-moi de vous offrir un verre de Xérès. Merci, monsieur Poirot. Je vous dirai que je suis un homme très ennuyé. Ma femme m'inquiète. Votre femme? J'en suis navrée. Qu'y a-t-il donc? Tagnos demanda. Vous l'avez peut-être vue? Cette question était assez naturelle, mais le vif coup d'œil qui l'accompagnait l'était moins. D'un ton indifférent, Poirot lui répondit. Non, pas depuis que je l'ai vue à l'hôtel avec vous, hier. Ah, je pensais qu'elle était venue. Poirot remplit 3 verres de liqueur. Non, dit-il. Avait-elle une raison spéciale pour vouloir me parler? Non, non, merci, dit le médecin en prenant son verre. Non, il n'y avait aucune raison spéciale, mais à vous dire franchement, je crains pour sa santé. Ah, sa santé est donc mauvaise. Physiquement, elle se porte bien, dit le médecin. Je voudrais pouvoir en dire autant de son état mental. Ah? Monsieur Poirot, ma femme est en proie à un épuisement nerveux. Vous m'en voyez bien fâché, mon cher docteur. Cela dure depuis 2 mois. Elle a beaucoup changé dans ses façons d'être avec moi. Toujours nerveuse, elle est en proie à des imaginations. Je dirais plus, elle montre des symptômes de dérangement cérébral. Vraiment? Oui. Elle souffre de ce qu'on appelle communément la manie de la persécution. Vous concevez mon anxiété? Bien sûr, dit Poirot. Toutefois, je ne comprends pas pourquoi vous vous adressez à moi. En quoi puis-je vous aider? Légèrement embarrassé, le docteur Tagnos dit. Il m'est venu à l'idée que ma femme avait pu ou pourrait encore venir vous raconter quelques histoires extravagantes, vous dire qu'elle court un danger près de moi, ou quelque chose de ce genre. Et pourquoi viendrait-elle vers moi? Le docteur Tagnos sourit, d'un sourire charmant, ingénu, mais plein d'intelligence. Vous êtes un détective célèbre, monsieur Poirot. J'ai vu tout de suite que vous avez fait grande impression sur ma femme lorsque vous êtes venu la voir hier. Dans son état actuel, le seul fait de rencontrer un détective peut agir sur elle. Il me semble donc fort probable qu'elle vienne vous trouver et vous confier ses griefs. Ceux qui sont atteints de cette affection mentale ont tendance à en vouloir à leurs proches, à ceux qui leur sont chers. C'est bien malheureux. Oh oui, j'adore ma femme, dit le médecin de sa voix chaude, vibrante de tendresse. Je lui suis reconnaissant de m'avoir épousé, malgré la différence de nos races, et de m'avoir suivi dans un pays lointain, laissant derrière elle sa famille et son pays. Depuis quelques jours, je suis vraiment inquiet et je ne vois qu'une seule solution. Ah?
Le repos est un traitement psychologique approprié à son état. Je connais dans le Norfolk une maison de santé, magnifique, dirigée par un éminent praticien. Je voudrais y conduire ma femme, tout de suite. Un calme parfait, loin de toute influence extérieure, voilà ce qu'il lui faut. J'ai la conviction que, si elle y passait 1 mois ou 2, elle retrouverait son équilibre. Je comprends, fit Poirot. Tanios lui lança un vif coup d'œil. Voilà précisément pourquoi, si elle vient vous voir, je vous serai très obligé de m'en avertir aussitôt. Certainement, répondit mon ami. Je vous téléphonerai. Êtes-vous toujours à l'hôtel Durham? Oui, j'y rentre en sortant de chez vous. Et votre femme n'y est pas? Non, elle est sortie tout de suite après le petit déjeuner. Sans vous dire où elle allait? Sans un mot, ce qui est contraire à ses habitudes. Et les enfants? Elle les a emmenés avec elle. Tiens, fit Poirot, surpris. Tanios se leva. Merci beaucoup, monsieur Poirot. Inutile de vous dire que si elle vous raconte des histoires d'intimidation et de persécution, il ne faut y prêter aucune attention. Malheureusement, c'est là une des formes de sa maladie. Vraiment lamentable, dit Poirot avec sympathie. En effet, tout en se rendant compte que, médicalement, on ne peut s'empêcher de souffrir en voyant l'affection d'une personne qui vous en est chère se muer en haine. Mon cher ami, je compatis à votre malheur, lui dit Poirot en lui serrant la main. À propos, fit Poirot au moment où son visiteur allait franchir le seuil. Avez-vous prescrit du chloral à votre femme? Tanios sursauta. Moi? Non. Peut-être, mais pas dans ces derniers temps. Elle paraît dégoûtée de toute forme de soporifique. Ah! Sans doute parce qu'elle manque de confiance en vous. Monsieur Poirot! Tanios, furieux, avança d'un pas. Ce ne serait qu'une autre manifestation de sa maladie, dit Poirot, conciliant. Tanios s'arrêta. Évidemment. Elle doit suspecter tout ce que vous lui donnez à boire ou à manger. Elle vous soupçonne peut-être de vouloir l'empoisonner. Monsieur Poirot, vous avez raison. Connaissez-vous d'autres cas semblables aux siens? On en rencontre de temps à autre dans ma profession. Mais excusez-moi de vous retenir. Votre femme vous attend peut-être à votre hôtel? Je l'espère. En tout cas, je suis terriblement inquiet. Il nous quitta précipitamment. Poirot courut vers le téléphone. Il feuilleta les pages de l'annuaire et demanda un numéro. Allô, allô, l'hôtel de Rame? Voulez-vous me dire si Madame Tanios est rentrée? Comment? Tanios. Oui, c'est cela. Ah, bien. Il raccrocha le récepteur et se tourna vers moi. Madame Tanios a quitté l'hôtel ce matin de bonne heure. Elle est revenue à 11h et attendu dans le taxi, tandis qu'on descendait ses bagages, puis elle est repartie. Le docteur Tanios sait-il qu'elle a emporté les bagages? Pas encore, sans doute. Où est-elle allée? Impossible de le savoir. Croyez-vous qu'elle reviendra ici? C'est possible. Je ne saurais le certifier. Que pouvons-nous faire? Poirot hocha la tête, l'air soucieux et découragé. Rien, pour l'instant,
Nous déjeunerons rapidement et puis nous irons voir Teresa Arundel. Croyez-vous que c'était elle que Miss Lawson vit dans l'escalier? Comment le saurais-je? Ce qui est certain, Hastings, c'est que Miss Lawson n'a pas pu distinguer son visage. Elle a simplement vu une grande femme revêtue d'une sombre robe de chambre. Et la broche? Mon cher ami, une broche ne fait pas partie de l'anatomie d'une personne. On peut l'enlever à sa propriétaire, la lui emprunter, ou même la voler. En d'autres termes, vous refusez d'admettre la culpabilité de Teresa Arundel? Je veux entendre son explication. Et si Madame Tagnos revient? Je vais arranger cela. Le domestique de Poirot, Georges, nous apporta une omelette. Écoutez-moi bien, Georges, lui dit Poirot. Si cette dame revient, priez-la de m'attendre. Si le docteur Tagnos se présente pendant que sa femme est ici, ne le laissez entrer sous aucun prétexte. Et s'il demande si sa femme se trouve chez moi, dites-lui que non. Parfaitement, monsieur. Poirot attaqua l'omelette. L'affaire se complique, dit-il. Soyons prudents, sans quoi le meurtrier frapperait de nouveau. Et ainsi, vous pourriez le prendre. C'est faisable, mais je préfère la vie d'un innocent à la condamnation du coupable. De la prudence, Hastings, de la prudence. Chapitre 24. Le démenti de Teresa. Nous trouvâmes Teresa Arundel prête à sortir. Sa toilette était vraiment d'une élégance raffinée. Un petit chapeau tout à fait à la dernière mode lui cachait presque un œil. Amusée, je me rappelais l'avoir vue la veille sur la tête de Bella Tagnos, une imitation à bon marché de ce chapeau. Comme l'avait expliqué Georges, elle le portait en arrière de la tête au lieu de le mettre sur l'œil droit. Je me souviens qu'au cours de notre visite à l'hôtel Durham, elle le repoussa encore plus en arrière sur ses cheveux mal coiffés. Poliment, Poirot lui dit : « Mademoiselle, puis-je vous retenir une minute ou deux, ou bien êtes-vous pressée ?» Teresa éclata de rire. « Ah, cela n'a aucune importance. Comme je suis toujours 3/4 d'heure en retard, cette fois ce sera 1 heure. » Elle nous fit entrer au salon. À ma grande surprise, je vis le docteur Donaldson assis près de la fenêtre. Il se leva. « Rex, il me semble que vous connaissiez déjà Monsieur Poirot, » demanda Teresa. « Oui, nous nous sommes rencontrés à Market Basing, » répondit sèchement Donaldson. « Rex, mon chéri, voulez-vous nous laisser seuls ? » Merci, Teresa. Mais à tout point de vue, je crois préférer d'assister à cet entretien. Le regard autoritaire de Teresa et le regard impénétrable de Donaldson se croisèrent en un court duel. Une lueur de colère passa dans les yeux de la jeune fille. « Eh bien, restez alors. » Impassible, Donaldson reprit son fauteuil près de la fenêtre et reposa son livre sur une petite table à côté de lui. De ma place, je pus lire le titre. Fonction des glandes endocrines. Teresa s'assit sur son siège bas et, impatiente, se tourna vers Poirot. « Avez-vous vu Purvis ? Que dit-il ? » Sans se compromettre,
Poirot répondit. Il y a des possibilités, mademoiselle. Elle le regarda pensivement. Puis, elle lança un coup d'œil du côté du médecin. Sans doute voulait-elle mettre Poirot en garde. Mon ami reprit. Je reviendrai vous en parler plus tard, quand mes projets seront plus avancés. Un léger sourire éclaira le visage de Teresa. Poirot poursuivit. Je reviens de Market Basing, où j'ai vu Miss Lawson. Voyons, mademoiselle, voulez-vous me dire si, dans la nuit du 13 avril, la nuit du lundi de Pâques, vous êtes mise à genoux dans l'escalier après que tout le monde se fut retiré pour dormir? Cher monsieur, quelle question extraordinaire! Pourquoi voulez-vous que je me sois mise à genoux dans l'escalier? Mademoiselle, je ne vous demande pas pourquoi vous l'avez fait, mais si vous l'avez fait? Ma foi, je n'en sais rien. Probablement que non. Miss Lawson prétend vous avoir vu à genoux dans l'escalier. Comprenez-vous? Teresa haussa ses épaules. Cela a-t-il quelque importance? Une très grande importance. Elle ouvrit de grands yeux étonnés. À son tour, Poirot la regarda fixement. « C'est de la folie !» s'écria Teresa. « Pardon? De la démence! Qu'en dites-vous, Rex ?» Le docteur Donaldson toussauta. « Excusez-moi, monsieur Poirot, mais pourquoi cette question ? La raison en est extrêmement simple. Quelqu'un a enfoncé une pointe en haut de l'escalier. Cette pointe a même reçu un petit coup de peinture brune pour passer inaperçue sur la plinthe. S'agit-il d'un nouveau genre de sorcellerie ? Demanda Teresa. Non, mademoiselle. L'explication en est des plus banales. Le lendemain soir, le mardi, quelqu'un a tendu une ficelle entre cette pointe et une des balustres de la rampe, si bien que lorsque Miss Arundel est sortie de sa chambre, elle s'y est pris le pied et est tombée la tête la première dans l'escalier. Teresa s'écria haletante. « C'est la balle de Bob qui a provoqué sa chute. » « Je vous demande pardon, mademoiselle. Ce n'était nullement la balle de chien. » Il y eut une pause. Bientôt, la voix calme et précise de Donaldson rompit le silence. « Voyons, monsieur Poirot, quelle preuve avez-vous de ce que vous avancez ? » D'abord, la présence de la pointe. Puis, une lettre que m'a écrite Miss Arundel et aussi le témoignage de Miss Lawson. Teresa retrouva sa voix. « Et elle m'accuse, n'est-ce pas ?» Poirot répondit par une inclinaison de la tête. « Eh bien, elle ment. Je ne puis pour rien dans cette affaire. » « Alors, que faisiez-vous à genoux sur l'escalier ? » ?»« Je n'ai jamais été à genoux sur l'escalier. »« Prenez garde, mademoiselle. »« Ce ne pouvait être moi, puisque je n'ai pas quitté ma chambre pendant les nuits que j'ai passées à Little Green. »« Miss Lawson vous a reconnu. »« C'était sans doute Bella, ou une des servantes. » Elle assure que c'était vous. Quelle menteuse! Elle a reconnu votre robe de chambre et votre broche. Ma broche? Quelle broche?
Une grande broche avec vos initiales. Ah, je sais laquelle. Quelle horrible menteuse. Vous niez toujours? Oui. Je ne suis pas agenouillée sur l'escalier pour tendre un piège, ni pour dire mes prières, ni pour ramasser une pièce d'or ou d'argent. Avez-vous cette broche dont parle Miss Lawson? Probablement. Désirez-vous la voir? S'il vous plaît, mademoiselle. Teresa se leva et quitta le salon. Un silence gênant plana dans la pièce. Le docteur Donaldson observait Poirot de la façon dont, j'imagine, il aurait étudié un curieux spécimen anatomique. Teresa revint au bout d'un moment. « La voici », annonça-t-elle, lançant presque l'objet à Poirot. C'était une broche très voyante en nickel ou en acier chromé, avec un T et un A au milieu d'un cercle. Je dois dire qu'elle était assez grande et assez brillante pour que Miss Lawson la vît dans son miroir. « Je ne la mets plus. J'en suis fatiguée, » dit Teresa. « On voit partout à Londres. Toutes les bonnes en portent. » Mais elle coûtait fort cher lorsque vous l'avez achetée? Ah, oui. Tout d'abord, seules les femmes chics en portaient. Quand cela? Aux environs de Noël, je crois. Oui, c'est bien cela. L'avez-vous prêtée à quelqu'un? Non. L'aviez-vous emportée à Little Green? Oui, je m'en souviens. L'avez-vous laissée traîner? Avez-vous remarqué sa disparition à un moment quelconque? Non. Je ne la portais sur un corsage vert que j'ai mis tous les jours. Et la nuit? Elle restait sur le corsage. Et le corsage? Ah, flûte! Le corsage était sur une chaise. Êtes-vous certaine que personne n'a enlevé cette broche pour la remettre en place le lendemain matin? Devant le tribunal, nous dirons que cela s'est passé ainsi. Si vous jugez que c'est là le mensonge le plus adroit. En réalité, je suis sûre que rien de la sorte ne s'est produit. L'idée d'un coup monté contre moi est très alléchante, mais je n'y crois pas. Poirot fronça les sourcils. Puis, il se leva, épingla soigneusement la broche sur le revers de son veston et s'approcha d'un miroir placé sur une chaise à l'autre bout du salon. Il se tint un moment immobile, puis recula pour juger de l'effet à distance. Il fit entendre un grognement. « Imbécile que je suis! Évidemment !» Il revint vers nous et tendit la broche à Teresa en s'inclinant. « Vous avez raison, mademoiselle. La broche est restée en votre possession. J'étais vraiment lent à comprendre. »« J'aime les gens modestes, » dit Teresa, accrochant négligemment la broche sur sa robe. Elle leva les yeux vers Poirot. « Est-ce tout? Il faut absolument que je m'en aille à présent. »« Le reste peut attendre, » dit Poirot. Teresa se dirigeait vers la porte. Poirot ajouta d'une voix sereine. « Il est question, il est vrai, d'une exhumation. » Teresa s'arrêta net. « Que dites-vous » D'une voix ferme, Poirot prononça. « Il est possible que l'on procède à l'exhumation du corps de Miss Emily Arundel. » Teresa demeurait immobile, les poings serrés.
D'une voix basse et coléreuse, elle demanda à Poirot. C'est là votre œuvre. On ne peut le faire sans l'autorisation de la famille. Vous vous trompez, mademoiselle. L'exhumation peut avoir lieu sur ordre des autorités. Mon Dieu, soupira Teresa. D'un pas nerveux, elle allait et venait dans la pièce. Voyons, Teresa, lui dit Donaldson. Je ne vois pas pourquoi cette idée vous bouleverse. Évidemment, ce n'est pas très gai, mais... Elle l'interrompit. Je vous en prie, Rex, ne dites pas de sottises. Poirot demanda à la jeune fille. Cette idée de l'exhumation vous ennuie, mademoiselle? Naturellement. C'est affreux. Pauvre vieille tante Émilie. Pourquoi faut-il l'exhumer? A-t-on quelques doutes quant à la cause de son décès? Demanda Donaldson à Poirot. Vous m'en voyez tout étonné. Pour moi, la mort de Miss Arundel n'offre rien qui ne soit naturel. Elle a succombé à une maladie de foie. Un jour, Rex, vous m'avez parlé d'un lapin et de ses troubles du foie. À présent, je me souviens plus très bien, mais vous inoculiez le mal à un lapin en lui injectant le sang d'une personne atteinte d'une certaine maladie du foie, puis vous injectiez le sang de ce lapin en un autre lapin, et puis le sang de ce second lapin à une personne humaine, et celle-ci attrapa une maladie de foie. Quelque chose dans ce goût-là. Je voulais simplement vous expliquer le processus de la thérapie des sérums. Dommage qu'il y ait tant de lapins dans cette histoire, fit Teresa en riant. Elle se tourna vers mon amie et lui demanda d'une voix triste. Parlez-vous sérieusement de cette exhumation? Hélas, oui, mademoiselle. Cependant, il existe des moyens d'éviter de telles contingences. Alors, évitez-les! Sa voix, pressante et autoritaire, ne fut plus qu'un murmure. Je vous en supplie, monsieur Poirot, évitez-les, à tout prix. Poirot se leva. Tels sont vos ordres, mademoiselle, fit-il d'un ton presque officiel. Oui, telles sont mes instructions. Voyons, Tessa, intervint Donaldson. Elle se tourna, furieuse, vers son fiancé. Taisez-vous. Il s'agit de ma tante, n'est-ce pas? Pourquoi la déterrer? N'y verrez-vous qu'on en fera des articles dans les journaux? Ce sera un beau scandale. De nouveau, elle s'adressa à mon ami. Il faut arrêter cela. Je vous donne carte blanche. Faites comme vous voudrez. Mais qu'on laisse tante Émilie en paix. Poirot s'inclina cérémonieusement. Je ferai mon possible. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, docteur. Oh, allez-vous-en, s'écria Teresa, nerveuse. Et emmenez votre saint Christophe avec vous. Que je ne vous vois plus, ni l'un ni l'autre. Nous quittâmes le salon. Cette fois, Poirot ne plaça pas son oreille contre la porte, mais il traîna un peu. Et pas en vain. Claire et provocante,
la voix de Teresa s'éleva. « Ne me regardez pas ainsi, Rex !» Puis, sa voix se brisa et elle dit soudain. « Oh, chérie !» La voix de Donaldson prononça distinctement. « Cet homme a de mauvaises intentions. » Poirot ricana et m'entraîna vers la porte d'entrée. « Venez, Saint-Christophe, comme c'est drôle !» Pour moi, je trouvais la plaisanterie plutôt stupide. Chapitre 25. Réflexion dans un fauteuil. Tout en pressant le pas derrière mon ami, je songeais qu'il n'existait plus aucun doute à présent. Miss Arundel avait été empoisonnée et Teresa le savait. Mais était-elle la meurtrière ? Certes, elle avait peur. Craignait-elle pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre ? Ce quelqu'un était-il le jeune docteur, si calme, si pondéré, aux manières hautaines ? La vieille demoiselle avait-elle succombé à une réelle maladie, inoculée de façon artificielle ? Jusque-là, tout semblait corroboré. L'ambition de Donaldson, sa certitude que Teresa hériterait à la mort de sa tante, et même le fait qu'il avait dîné à Little Green le soir de l'accident. Quoi de plus facile que de laisser une fenêtre du rez-de-chaussée ouverte afin de pouvoir retourner au milieu de la nuit pour attacher le fil meurtrier en haut de l'escalier. Oui, mais comment aurait-il pu enfoncer la pointe ? Il avait dû charger de ce soin Teresa, sa fiancée et sa complice. Tous deux agissant de connivence, l'affaire paraissait des plus simples. En ce cas, c'était sans doute Teresa qui avait tendu le fil. Le premier crime, celui qui avait échoué, était son œuvre à elle. Le second crime, celui qui avait réussi, était le chef-d'œuvre plus scientifique de Donaldson. Oui, tout concordait. Cependant, des difficultés surgissaient. Pourquoi Teresa avait-elle laissé échapper son histoire d'inoculation de maladie de foie à un être humain ? Ignorait-elle la vérité ? Mes pensées s'embrouillèrent de plus en plus. « Où allons-nous, maintenant ?» demandai-je à mon ami. « Nous retournons chez moi. Peut-être y trouverons-nous Madame Tagnos. » Alors, mes spéculations s'égarèrent sur une autre piste. Madame Tagnos, en voilà un autre mystère. Si Donaldson et Teresa étaient les coupables, que venait faire dans cette histoire Madame Tagnos et son aimable époux ? Quel secret cette femme voulait-elle confier à Poirot ? Et pourquoi Tagnos s'efforçait-il de l'empêcher de parler ? Poirot ? Fis-je humblement. Je n'y comprends rien. Voyons, tous ne sont pas des meurtriers, n'est-ce pas ? Un syndicat d'assassins ? Une famille de meurtriers syndiqués ? Non, pas cette fois. Je distingue nettement l'œuvre d'un seul cerveau, d'un seul meurtrier. Selon vous, Poirot, ce serait Teresa ou Donaldson qui auraient commis le crime, mais non les deux. Lui aurait-il demandé d'enfoncer la pointe sous un prétexte quelconque ? Mon cher ami, lorsque Miss Lawson m'eut raconté son histoire, je conçus 3 hypothèses. Premièrement, Miss Lawson disait la vérité. Deuxièmement, Miss Lawson avait inventé cette histoire pour des raisons personnelles. Troisièmement, Miss Lawson, de bonne foi, a identifié la personne sur l'escalier, surtout d'après la broche. Or, comme je vous l'ai déjà fait remarquer, une broche ne fait point partie essentielle de la personne.
Oui, mais Teresa certifie que cette broche ne l'a pas quittée. Et elle a parfaitement raison. Un petit détail très significatif m'avait échappé. Cela paraît impossible, Poirot, déclarai-je d'un ton solennel. N'est-ce pas? Mais on a ces moments de faiblesse. L'âge y est pour quelque chose. L'âge n'a rien à voir, Hastings, riposta froidement mon ami. Quel est ce détail significatif? Demandai-je, comme nous approchions de la demeure de mon ami. Je vais vous le montrer. Nous atteignîmes l'appartement. Georges vint nous ouvrir. En réponse au regard interrogateur de Poirot, il secoua la tête. Non, monsieur. Madame Tagnos n'est pas revenue, et elle n'a pas téléphoné. Poirot entra dans son salon. Pendant un moment, il arpenta la pièce, puis il téléphona à l'hôtel de Ram. Oui. Ah, le docteur Tagnos. Ici Hercule Poirot. Votre femme est-elle de retour? Elle n'est pas rentrée? Mon Dieu! Vous dites qu'elle a emporté les bagages et les enfants. Vous ne savez pas du tout où elle est allée? Oui, bien, parfaitement. Si je puis vous être de quelques utilités, on peut agir avec discrétion. Non, bien sûr que non. Oui, c'est vrai. Certainement, certainement. Votre désir sera respecté. Pensif, il raccrocha le récepteur. Il ignore où est passée sa femme, dit-il. Je le crois sincère. On ne peut se méprendre au ton angoissé de sa voix. Il ne veut pas mêler la police à son affaire. Cela se comprend. D'autre part, il refuse mon aide. Là, je vous comprends beaucoup moins. Il voudrait qu'on la retrouve, mais il ne veut pas que je la cherche. Il croit pouvoir se débrouiller seul. Il pense qu'elle ne restera pas longtemps éloignée, car elle n'a que très peu d'argent sur elle. De plus, les enfants la gêneront dans sa fuite. Oui, je crois qu'il la rattrapera avant peu. Mais, Hastings, il est important que nous réussissions avant lui. Croyez-vous réellement à la folie de sa femme? Demandai-je. Elle est certainement en proie à une nervosité maladive, au point de nécessiter son internement dans une clinique? Non, sûrement non. Je l'avoue, mon cher Poirot, je ne vois plus bien clair dans cette affaire. Excusez ma franchise, Hastings, mais vous n'y comprenez rien du tout. Il se présente tellement d'à côté. Naturellement, le propre d'un esprit méthodique est de séparer le fait principal de ses à côté, comme vous me les avez appelés. Dites-moi, Poirot, vous est-il venu à l'idée qu'il y ait 8 suspects et non 7? Poirot répondit sèchement. J'y songe depuis que Teresa Arundel nous a appris que le docteur Donaldson a dîné à Little Green le soir du 14 avril. Je ne saisis pas très bien. Si le docteur Donaldson a comploté de tuer Miss Arundel par un moyen scientifique, tel que l'inoculation d'un sérum, je ne vois pas pourquoi il se serait attardé à ce procédé maladroit d'un fil tendu sur la marche palière. En vérité, Hastings, vous mettez parfois ma patience à rude épreuve. Une des méthodes vous semble très scientifique et nécessite des connaissances tout à fait spéciales, n'est-ce pas? Oui. Tandis que l'autre est très simple.
Parfaitement. Alors, Hastings, appuyez sur votre dos, sur le dossier de votre fauteuil. Fermez les yeux et réfléchissez. À mon avis, dis-je au bout d'un instant, la personne qui a tendu le piège sur l'escalier ne saurait être celle qui a échafaudé le meurtre scientifique. Justement raisonné, mon ami. Enhardi, je poursuivis. Voilà la seule solution logique. Les deux meurtres ont été échafaudés par deux personnes différentes. Nous avons donc deux meurtres commis par deux personnes différentes. La coïncidence ne vous paraît pas trop forte, mon ami? Ne m'avez-vous pas certifié vous-même qu'il existait presque toujours une coïncidence dans une affaire criminelle? Oui, je dois l'admettre, mon cher Hastings. Et nous y voilà. Quels sont vos criminels? Donaldson et Teresa Arundel. Un médecin semble tout indiquer pour le second meurtre qui a réussi. D'autre part, nous savons que Teresa Arundel a commis la première tentative de meurtre. Il est possible qu'ils aient agi séparément. Mon cher Hastings, vous abusez de cette expression. Nous savons. Vous le savez peut-être, mais moi, je ne sais pas si Teresa Arundel est coupable. Pourtant, l'histoire de Miss Lawson... Miss Lawson raconte l'histoire de Miss Lawson. Rien de plus. Voyons, mon cher, ne vous ai-je pas prévenu que quelque chose me paraissait inexact dans le récit de Miss Lawson? Je me souviens, en effet, mais vous n'arriviez pas à déceler où résidait l'inexactitude. À présent, c'est fait. Un instant, et je vais vous montrer ce que j'aurais dû voir tout de suite, si je n'avais pas été si stupide. Il se rendit à son bureau, ouvrit un tiroir et prit un morceau de carton. Il se mit à le tailler à l'aide d'une paire de ciseaux, tout en me faisant signe de ne pas regarder ce qu'il faisait. Patience, Hastings. Dans un moment, nous procéderons à une petite expérience. Au bout d'1 ou 2 minutes, Poirot poussa une exclamation de joie. Reposant les ciseaux, il jeta les débris de carton dans sa corbeille à papier et revint vers moi. Ne regardez pas tout de suite, Hastings. Continuez à détourner les yeux tandis que j'accroche quelque chose au parement de votre veston. Je plaisantais. Poirot, satisfait de son ouvrage, me tira doucement pour me faire lever de mon fauteuil et me conduisit par le bras dans la pièce voisine, sa chambre à coucher. À présent, Hastings, regardez-vous dans la glace. Vous portez, n'est-ce pas, une broche à la mode avec vos initiales. Évidemment, cette broche n'est ni en acier, ni en or, ni en platine, simplement en vulgaire carton. Je souris en contemplant mon image dans la glace. Poirot est très adroit de ses mains. Mon veston se décorait d'une bonne imitation de la broche de Teresa Arundel, un cercle entourant mes initiales, AH. Eh bien, dit Poirot, vous voilà content? Vous possédez là une jolie broche avec vos initiales. Un bijou magnifique. Évidemment, il ne possède aucun éclat et ne reflète pas la lumière. Admettons toutefois que cette broche est assez visible pour être vue à distance. Je n'en doute point. Maintenant, mon cher, veuillez avoir l'obligeance de retirer votre veston. Légèrement surpris, je me dépouillai de mon veston. De son côté, Poirot en fit autant et, se tournant légèrement, il prit mon vêtement et l'endossa.
À présent, me dit-il, regardez la broche avec vos initiales. Voyez comment elle me va? Il se retourna vivement vers moi. Je le regardai, tout d'abord sans comprendre. Puis, je saisis la vérité en un éclair. Quel imbécile je suis! Évidemment, c'est HA et non AH. L'air triomphant, Poirot reprit son veston et me rendit le mien. Vous comprenez à présent ce qui m'avait paru inexact dans le récit de Miss Lawson. Elle affirmait avoir vu distinctement les initiales de Teresa sur la broche qu'elle portait. Mais elle les avait vues, Teresa, dans la glace. Ainsi, si elle avait vu les initiales, l'ordre en était interverti. Oui, objectai-je, mais elle a peut-être compris qu'elles étaient à l'envers. Voyons, mon cher, y avez-vous pensé, vous, tout de suite? Vous êtes-vous écrié « Poirot, vous faites erreur, c'est H-A et non A-H » ? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, vous êtes bien plus intelligent que Miss Lawson. Ne dites pas qu'une sotte comme elle, éveillée brusquement au milieu de la nuit, et encore à demi inconsciente, ait compris que le AT était réellement TA? Non, cela ne concorderait pas avec la mentalité de Miss Lawson. Pour elle, ce ne pouvait être que Teresa, dis-je lentement. Vous brûlez, mon ami. Lorsque je lui objectais qu'elle ne pouvait voir le visage de la personne sur l'escalier, quelle fut son attitude? Elle se souvint de la broche et mit le fait en avant sans comprendre que le simple fait d'avoir vu cet objet dans la glace donnait un démenti à toute son histoire. La sonnerie du téléphone retentit à ce moment. Poirot décrocha le récepteur et ne dit que quelques mots dans l'appareil. « Oui? Oui, certainement. Oui, cela ne me dérange nullement. Cet après-midi à 2h. Entendu. » Il replaça le récepteur et se tourna vers moi, un sourire aux lèvres. « Le docteur Donaldson désire me parler. Il viendra ici demain à 2h. Nous avançons, mon ami, nous avançons. » Chapitre 26. Madame Tagnos refuse de parler. Le lendemain matin, lorsque je retournai chez mon ami, je le trouvai assis à son bureau. Il leva la main en guise de salut, puis se remit à son travail. Au bout d'un moment, il ramassa les feuillets qu'il venait de noircir, les plia et les introduisit dans une enveloppe qu'il cacheta soigneusement. « Que faites-vous, mon vieux » lui demandai-je d'un ton facétieux. « Vous écrivez un compte-rendu détaillé de l'enquête pour le placer en sûreté au cas où quelqu'un vous ferait disparaître dans le courant de la journée? Hastings, vous n'êtes pas loin de la vérité. Savez-vous? » Il parlait d'un ton sérieux. Notre assassin deviendrait-il réellement dangereux? Un assassin est toujours dangereux. On l'oublie trop, souvent, hélas. Quoi de nouveau? Le docteur Tagnos a téléphoné. Toujours pas de traces de sa femme? Non. Alors, tout va bien. Je me le demande. Que diable, Poirot! Craignez-vous qu'on l'ait assassinée? Poirot hocha la tête d'un air inquiet. J'aimerais bien savoir où elle est, murmura-t-il. Oh, elle finira bien par rentrer au bercail. Votre magnifique optimisme a toujours le don de m'amuser, Hastings.
Mon Dieu, Poirot, vous ne pensez pas qu'on va la ramener en petits morceaux dans un colis ou disloquer dans une malle? Lentement, Poirot prononça. L'inquiétude du docteur Tanios me paraît excessive. Mais n'en parlons plus. Songeons pour l'instant à interviewer Miss Lawson. Lui ferez-vous remarquer la petite erreur qu'elle a commise au sujet de la broche? Certes, non. Je garde ce détail pour la bonne bouche. Là-dessus, nous nous mîmes en route pour Clayrolden Mansions. On nous introduisit dans le même petit salon bourré de meubles, et Miss Lawson arriva au bout d'un instant, l'air encore plus agité que d'habitude. « Ah, mon Dieu! Bonjour, Monsieur Poirot. Excusez ma tenue, je n'ai même pas eu le temps de m'habiller convenablement. Mais ce matin, tout est sans dessus-dessous dans la maison, depuis l'arrivée de Bella. » Que dites-vous? Bella? Oui, Bella Tanios. Elle vient d'arriver avec les enfants. La pauvre fille est à bout de force. Je ne sais vraiment que faire. Vous comprenez, elle a quitté son mari. Évidemment, la pauvre a bien des raisons pour l'abandonner. Vous a-t-elle fait des confidences? Oh, non. Elle ne veut rien dire du tout. Elle se contente de répéter que rien ne l'obligera à retourner auprès de lui. Elle a pris une décision très sérieuse. Certainement. Si son mari avait été un Anglais, je lui aurais conseillé de le reprendre. Mais comme il est étranger... Et la pauvre petite semble si malheureuse, si effrayée. Que peut-il lui avoir fait? Les Turcs doivent être des hommes excessivement cruels. Le docteur Tanios est un Grec. Oui, évidemment. En tout cas, voilà bien des ennuis. Croyez-vous qu'elles doivent retourner vers lui, Monsieur Poirot? Elle s'y refuse énergiquement. Elle ne veut même pas qu'il sache où elle se trouve. À ce point? Oui, à cause des enfants. Elle craint qu'il les emmène à Smyrne. La pauvre femme est bien malheureuse, sans un sou devant elle. Elle ne sait où se réfugier. Elle voudrait gagner sa vie, mais cela n'est pas aussi facile qu'on le croit. J'en sais quelque chose. Si encore, elle avait des connaissances spéciales. Quand a-t-elle quitté son mari? Hier. Elle a passé la nuit dans un petit hôtel près de Paddington. N'ayant personne à qui s'adresser, elle est venue chez moi. Et vous allez l'aider? Voilà une bonne action à votre actif. Monsieur Poirot, je sens que c'est mon devoir. Mais comme c'est difficile, cet appartement est trop petit et je n'ai pas de place. Tant de meubles. Pourquoi ne la logeriez-vous pas à Little Green? Évidemment, mais son mari irait la dénicher. Pour le moment, je lui ai loué des chambres à l'Hôtel Wellington, dans Queen's Road. Elle s'est fait inscrire sous le nom de Mrs. Peters. Après une minute de silence, mon ami dit: « Je voudrais voir Madame Tanios. Elle est venue hier, chez moi, mais j'étais de sortie. » Tiens, elle ne me l'a pas dit. Je vais l'appeler. Vous serez bien aimable. Miss Lawson sortit précipitamment de la pièce et nous entendîmes sa voix. « Bella! Bella! Venez, ma chérie. Voulez-vous entrer au salon pour voir Monsieur Poirot? » Nous n'entendîmes pas la réponse, mais au bout de quelques minutes, Madame Tanios arriva au salon. Son aspect physique produisit sur moi une triste impression. Les yeux cernés, les joues d'une extrême pâleur, elle paraissait en proie à une terreur invisible. Elle sursautait au moindre bruit et semblait continuellement prêter l'oreille.
Poirot l'accueillit avec bonté. Il alla au-devant d'elle, lui serra la main, lui approcha un fauteuil. À présent, madame, nous allons bavarder un peu. Vous êtes venue hier chez moi, paraît-il ? Elle inclina la tête. Je regrette de ne pas m'y être trouvée, fit Poirot. Oui, j'aurais bien voulu vous voir. Vous aviez sans doute quelque chose à me dire. Oui, je voulais... Eh bien, madame, je suis ici, à votre service. Madame Tanios demeurait silencieuse, tournant une bague autour de son doigt. Parlez, madame. Lentement, elle secoua la tête. Non, je n'ose pas. Vous n'osez pas, madame ? Non. S'il savait, il m'arriverait quelque chose d'affreux. Voyons, madame, c'est absurde. Oh non, je ne me fais pas d'illusions. Vous ne le connaissez pas. Vous voulez parler de votre mari, madame ? Oui, naturellement. L'inquiétude se peignit sur les traits de la femme. Ah, vous ne lui avez pas dit. Évidemment, vous ne pouviez pas lui dire où j'étais, puisque vous ne le saviez pas. Vous a-t-il dit que j'étais folle ? Prudent, Poirot répondit. Il vous trouve très nerveuse depuis quelque temps. Non ! S'écria-t-elle. Il vous a dit que j'étais folle ou que je devenais folle. Il songe à me faire enfermer afin que je ne puisse rien raconter. Raconter quoi ? Mais elle hochait la tête. Se tordant les doigts convulsivement, elle murmura. J'ai peur. Voyons, madame, une fois que vous m'aurez tout raconté, vous serez en sûreté. Le secret étant connu de moi, vous tombez automatiquement sous ma protection. Elle poussa un soupir. Comment savoir ? C'est horrible, mon Dieu. On le croirait plutôt que moi. Il est médecin. Personne n'ajoutera foi à ma parole. Pourquoi me croirait-on ? Ne voulez-vous point m'en donner l'occasion, madame ? Elle lui lança un regard troublé. Comment le saurais-je ? Vous êtes peut-être de son côté ? Je suis sans parti pris, madame. Je suis toujours du côté de la vérité. Elle poursuivit, enflant sa voix et précipitant son discours. Ma vie a été un martyre et cela dure depuis des années. J'ai vu des choses sans pouvoir rien dire à cause des enfants. Ce fut un long cauchemar, et ceci à présent. Mais je ne retournerai pas vers lui. Je ne veux pas qu'il emmène les enfants. J'irai là où il ne pourrait venir me chercher. Lawson m'aidera. Elle s'est montrée si bonne. Elle fit une pause, jeta un coup d'œil à Poirot et demanda. Ne vous a-t-il pas dit que je m'imaginais des choses ? Il m'a dit, madame, que votre attitude envers lui avait beaucoup changé. Oui, et il a dit aussi que je me figurais des tas de choses, n'est-ce pas ? En toute franchise, je dois vous répondre, oui. Vous voyez bien, on croira que j'ai eu des visions, et je ne possède aucune preuve. Poirot se rejeta en arrière dans son fauteuil. Lorsqu'il reprit la parole, il changea brusquement sa manière. D'une voix où ne transpirait pas plus d'émotion que s'il avait traité une affaire courante, il demanda. « Soupçonnez-vous votre mari d'avoir attenté à la vie de Miss Arundel ? » « Je ne soupçonne pas, je sais. » « En ce cas, madame, le devoir vous commande de parler. » « Ah, ce n'est pas facile du tout. » « Comment l'a-t-il tué ? » « Je ne sais pas exactement, mais il l'a tué. »
Vous ignorez la méthode employée par lui. Oui, c'est quelque chose qu'il a fait dimanche. Le dimanche où il est allé la voir. Oui, Mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. non, Alors, excusez-moi, madame, comment pouvez-vous être aussi affirmative? parce que j'en suis sûre. Pardon, madame, vous me cachez quelque chose. Oui, Parlez. Bellatanios se leva brusquement. non, non, je ne le puis. Les enfants, leur père, je ne puis rien dire. Elle criait presque. La porte s'ouvrit et Miss Lawson entra. La tête penchée de côté, elle semblait goûter une réelle satisfaction. Puis-je entrer? Demanda-t-elle. Avez-vous terminé votre petite entrevue? Bella, ma chère petite, vous devriez prendre une tasse de thé ou bien un peu de cognac. Madame Tanios refusa d'un signe de tête. Non, je me sens bien. À présent, il faut que je retourne auprès des enfants. Je les ai laissés en train de défaire des bagages. Pauvre petit, dit Miss Lawson. J'aime tant les enfants. Madame Tanios se tourna vers elle. Je ne sais vraiment ce que je deviendrais sans vous, dit-elle. Vous êtes si bonne. Allons, voyons, ne pleurez pas, tout s'arrangera. Nous irons ensemble voir mon homme d'affaires. Il est très gentil, très sympathique, et il vous dira la marche à suivre pour obtenir le divorce. De nos jours, c'est très simple, du moins à ce qu'on dit. Ah, on sonne à la porte. Elle nous quitta précipitamment. Un murmure de voix nous parvint du vestibule. Miss Lawson reparut. Elle marcha sur la pointe des pieds et referma soigneusement la porte derrière elle. L'air excité, elle murmura, articulant les mots de façon exagérée. « Oh, ma chère Bella, c'est votre mari. Je ne sais que faire. » Madame Tanios gagna d'un bond la porte à l'autre bout du salon. Miss Lawson hocha vivement la tête. « Très bien, chérie. Entrez là et filez dès que je l'aurai introduit ici. » Madame Tanios murmura. « Ne lui dites pas que je suis venue chez vous. Ne dites pas que vous m'avez vue. »« Non, non, bien sûr. » Madame Tanios quitta le salon et nous la suivîmes. Poirot et moi. Nous nous trouvâmes dans une petite salle à manger. Poirot traversa la pièce et ouvrit une porte donnant sur le vestibule. Il écouta, puis nous fit signe. « La voie est libre. » Miss Lawson l'a fait entrer au salon. Tout doucement, nous gagnâmes la porte et mon ami la referma sans bruit. Madame Tanios se mit à courir dans l'escalier, faisant des faux pas et se retenant à la rampe. Poirot la prit par le bras. « Du calme, tout va s'arranger. » Lorsque nous fûmes dans le vestibule, Madame Tanios jeta vers Poirot un regard suppliant. « Accompagnez-moi, monsieur Poirot. » Je crus qu'elle allait s'évanouir. « Certainement, » lui dit Poirot d'un ton rassurant. Après avoir traversé la rue et pris le premier tournant, nous nous trouvions dans Queen's Road. Le Wellington était un hôtel de médiocre apparence, du genre pension de famille. Lorsque nous y entrâmes, Madame Tanios se laissa choir sur un divan de peluche et porta la main à son cœur. Poirot lui donna quelques petites tapes d'encouragement sur l'épaule. « À présent, madame, dit-il, il importe que vous m'écoutez. Je ne puis rien dire, monsieur Poirot. Ce serait mal de ma part. Vous connaissez ma pensée. Vous savez ce que je crois
Vous devez vous en contenter. Je vous prie de m'écouter, madame. Supposons cela n'est qu'une supposition, que je sois déjà au courant de toute l'affaire. Supposons que j'ai déjà deviné que vous pourriez me dire, vous agiriez différemment, n'est-ce pas? Elle le regarda d'un air hésitant. Oh, croyez-moi, madame, je n'essaye pas de vous tendre un piège et de vous faire dire ce que vous voulez tenir secret. Mais votre conduite serait différente, n'est-ce pas? Sans doute. Bien. Alors, sachez que je connais la vérité. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Prenez ceci. Il lui remit la grosse enveloppe qu'il avait cachetée devant moi le matin même. Les faits sont là. Lorsque vous les aurez lus, téléphonez-moi. Mon numéro est sur le papier. À contre-cœur, elle accepta l'enveloppe. Vivement, Poirot reprit. À présent, il faut absolument que vous quittiez cet hôtel. Pourquoi? Vous irez au Coniston, près d'Aston. Ne dites à personne où vous allez. Mais voyons, ici, Minnie Lawson ne révélera pas à mon mari où je suis. Vous croyez qu'elle ne le dira pas? Oh, non! Elle est entièrement de mon côté. Oui, mais votre mari est très habile, madame. Il lui sera facile de faire parler une femme comme Minnie Lawson. Il est essentiel, comprenez-vous, que votre mari ignore où vous êtes. Elle acquiesça. Poirot lui tendit une feuille de papier. Voici l'adresse de l'hôtel. Faites vos bagages et faites-vous y conduire avec les enfants, aussi vite que possible. Bien, fit-elle en baissant la tête. Il faut d'abord songer à vos enfants, madame. Vous aimez vos enfants. Il avait touché la corde sensible. Une rougeur colora les joues de madame Tagnos. Elle redressa la tête et nous dévisagea. Ce n'était plus une esclave apeurée que nous avions devant nous, mais une femme arrogante, presque belle. Alors, tout ira pour le mieux, lui dit mon ami en lui serrant la main. Nous n'allâmes pas à l'abri d'un bar voisin, nous surveillâmes l'entrée de l'hôtel tout en buvant un café. Au bout de 5 minutes, nous vîmes apparaître le docteur Tagnos. D'un pas rapide, il descendait la rue. Il ne jeta même pas un coup d'œil au Wellington. Il passa devant, sans lever la tête, et s'engouffra dans la station du Metropolitan. 10 minutes plus tard, nous vîmes madame Tagnos et les enfants monter dans un taxi avec leurs bagages. « Bien, dit Poirot, lorsque la voiture se fut éloignée. Nous avons fait notre part. Maintenant, à la grâce de Dieu.